Après avoir étudié les critères macroscopiques de détermination des minéraux, nous allons voir les critères macroscopiques de détermination des roches. Ce schéma montre les grandes familles de roches. Le point de départ est le magma, qui subit la cristallisation pour donner les roches magmatiques qu'on appelle également roches ignées ou roches de feu, puisqu'ils proviennent d'un magma de haute température. La cristallisation est le passage d'un état liquide à un état solide, c'est la solidification. Ces roches magmatiques vont subir l'érosion, puis le transport pour donner un sédiment. Le sédiment subit la diagénèse pour donner la roche sédimentaire qu'on appelle également roche déposée. La diagénèse, c'est le phénomène qui transforme le sédiment en une roche sédimentaire et qui comporte les processus de compaction, de cimentation et de recristallisation. La roche sédimentaire peut subir le métamorphisme pour donner la roche métamorphique qu'on appelle également roche transformée. De même, la roche magmatique peut subir le métamorphisme pour donner la roche métamorphique. Le métamorphisme est donc le phénomène qui transforme une roche préexistante, sédimentaire ou magmatique, en une roche métamorphique sous l'effet des conditions qu'on va voir par la suite dans les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques peuvent également subir l'érosion et le transport pour donner un sédiment, de même que les roches sédimentaires. Les flèches violettes que vous voyez ici indiquent le retour vers le magma. C'est la fusion. La fusion est l'inverse de la cristallisation. C'est le passage d'un état solide vers un état liquide qui est le magma ou la roche fondue. À partir de ce schéma, on peut déterminer l'origine des roches. C'est cette origine qui nous permet de les classer en 3 groupes. Les roches magmatiques, donc qui sont issues d'un magma. Les roches sédimentaires issues d'un sédiment. Et les roches métamorphiques issues d'une roche soit sédimentaire, soit magmatique. On distingue 2 grands types de roches. Celles qui sont formées ou qui proviennent de l'intérieur de la croûte terrestre, d'où le nom de roches endogènes. Ils sont subdivisés en roches magmatiques et en roches métamorphiques. Alors ici un exemple de roche métamorphique, le marbre, et un exemple de roche magmatique, le granit. Le deuxième grand type de roche, c'est les roches qui sont formées à la surface de l'écorce terrestre, d'où le nom de roches exogènes. Ils sont subdivisés en roches résiduelles et en roches sédimentaires. Ici, un exemple de roche sédimentaire, le conglomérat.
Les roches exogènes ne représentent que 5% des volumes des roches de la croûte terrestre, mais couvrent 75% de sa surface. Les roches magmatiques proviennent d'un matériau fondu, qui est le magma. Les roches métamorphiques proviennent de transformation à l'état solide d'une autre roche, magmatique ou sédimentaire. Et les roches sédimentaires proviennent d'un dépôt de matériaux et de restes d'animaux. Quelques affleurements de roches. Alors, les roches magmatiques. Ici, donc un affleurement de roches plutoniques, c'est les granites, et un affleurement de roches volcaniques, les basaltes. Un affleurement de roches métamorphiques. Donc, vous voyez bien la déformation des roches. Et un affleurement des roches sédimentaires où on voit la stratification. Nous allons commencer par les roches magmatiques. Les autres types de roches seront étudiés dans une prochaine séquence. Ce schéma montre l'origine des roches magmatiques. Donc, on avait dit, le point de départ, c'est le magma, qui, par cristallisation, va donner donc les roches magmatiques, comme on l'a déjà vu dans le cycle des roches. Les roches magmatiques sont par définition des roches massives qui se forment à partir d'un magma dans les niveaux les plus profonds de l'écorce terrestre. De ce fait, on les appelle donc roches endogènes. La question qui se pose maintenant, c'est d'où vient ce magma? Donc, qui est le point de départ? D'où vient ce magma? Quelle est la nature et l'origine des magmas? Les magmas sont des liquides silicatés visqueux de très haute température, 600 à 1200 degrés Celsius, obtenus par la fusion partielle de matériaux solides de l'écorce terrestre. C'est le magma de composition granitique ou du manteau magma de composition basaltique. Ces magmas contiennent en solution une quantité variable de gaz, principalement H2O et CO2. Les roches magmatiques proviennent de la cristallisation en profondeur à partir d'un magma, d'où le nom de roche endogène ou igneille. Alors, roches endogènes parce qu'ils ont une origine interne et igneilles parce qu'ils proviennent d'un magma de haute température. En fonction du mode de mise en place et de la vitesse de refroidissement du magma, ces roches sont subdivisées en roches plutoniques et en roches volcaniques. Les roches plutoniques. Pour les roches plutoniques, le mode de mise en place est en profondeur, d'où le nom de roche intrusive. Et la vitesse de refroidissement du magma est lente, donc refroidissement lent. On parle d'une cristallisation totale du magma. Cette cristallisation totale du magma se traduit par des cristaux de grande taille, comme exemple le granit. Alors, dans cet échantillon de granit, tous les minéraux sont reconnaissables à l'œil nu. Donc, on a des cristaux de grande taille et tout le magma se transforme en cristaux.
pour les roches volcaniques, le mode de mise en place en surface, d'où le nom de roche extrusive. Et la vitesse de refroidissement du magma est rapide. On parle d'une cristallisation partielle du magma. Cette cristallisation partielle se traduit par des cristaux de petite taille ou absence de cristaux. Ici, l'exemple de la pierre ponce qui a un aspect vitreux. Je rappelle que la cristallisation est le passage d'un état désordonné liquide à un état ordonné solide. La lave est un magma émis au niveau d'un. Donc toujours un exemple de roche magmatique plutonique, le granit, avec une cristallisation totale du magma. Et là, un exemple de roche volcanique, le basalte, avec une cristallisation partielle du magma. Ce diagramme montre la cristallisation fractionnée des roches magmatiques qu'on appelle aussi le diagramme de Bowen. Prenons un magma de haute température. Ce magma liquide, visqueux, va commencer à cristalliser au fur et à mesure que la température diminue. Les premiers minéraux qui vont cristalliser sont les minéraux qui ont la température de cristallisation la plus élevée. C'est le cas de l'olivine, puis le pyroxène. Et on aura donc la formation des roches ultramafiques comme la péridotite. Au fur et à mesure que le magma se refroidit, on aura la cristallisation en plus des pyroxènes, de l'amphibole et du plagioclase calcique. Et on aura la formation des roches mafiques comme le basalte et le gabbro. Vers 900 degrés Celsius, on va commencer à cristalliser de l'amphibole, de la biotite, du quartz et du plagioclase intermédiaire. Et on aura la formation des roches intermédiaires comme l'andésite ou la diorite. À 600 degrés Celsius, on aura les roches filsiques qui contiennent de l'amphibole, de la biotite, du quartz, du feldspath potassique, de la muscovite et des plagioclases sodiques. Comme exemple de roches filsiques, le granit et la rhyolite. Le magma continue à cristalliser jusqu'à l'épuisement de la dernière goutte de liquide et on n'aura que des solides, donc à partir de cette limite. Entre ces deux limites, nous avons un mélange liquide-solide, puisque nous avons des roches solides qui ont cristallisé, mais aussi un magma encore en cours de cristallisation. Comme vous voyez sur le diagramme, nous avons deux types de roches. En rouge, ce sont les roches plutoniques intrusives, comme la péridotite, le gabbro, la diorite et le granit. En vert, les roches volcaniques extrusives comme le basalte, l'andésite et la rhyolite. La différence entre ces deux types de roches ne se situe pas au niveau de leur composition minéralogique qui est la même. Prenons l'exemple du basalte et du gabbro. Ces deux roches sont toutes les deux des roches magmatiques mafiques composées de pyroxène,
d'amphibole et de plagioclase calcique. La différence, c'est que le basalte est une roche extrusive et le gabbro est une roche intrusive. Donc le basalte, roche, donc en vert, c'est une roche extrusive. La vitesse de refroidissement du magma est rapide et la cristallisation est partielle. Pour le gabbro, c'est une roche intrusive. La vitesse de refroidissement du magma est lente. Les cristaux sont de grande taille et la cristallisation est totale. La même chose pour l'andésite et la diorite, ou bien pour le granit et la rhyolite. Le même diagramme que le précédent. Les roches acides sont les roches filsiques, les roches intermédiaires, les roches basiques sont les roches mafiques et les roches ultrabasiques sont les roches ultramafiques. C'est en fonction de la teneur en silice qui est importante pour les roches acides et donc inférieure à 50% pour les roches basiques et ultrabasiques. Si on veut déterminer la composition minéralogique du granit par exemple, alors le granit c'est une roche acide. On trace une droite ici et on détermine la composition minéralogique qui est amphibole, biotite, feldspath calcosodique, plagioclase, le quartz et le feldspath potassique. Pour le basalte, qui est une roche volcanique basique, donc c'est la composition minéralogique, c'est le pyroxène et plagioclase. Et ainsi de suite, donc pour les autres types de roches. Alors, le granit, granodiorite, diorite, gabbro et péridotite sont des roches plutoniques intrusives. La rhyolite, dacite, andésite et basalte sont des roches volcaniques ou extrusives. Toutes les deux, donc roches plutoniques et roches volcaniques, sont des roches magmatiques endogènes. Quels sont les critères de reconnaissance des roches plutoniques? Le premier critère, les roches plutoniques sont holocristallines, c'est-à-dire entièrement cristallisées. Le deuxième critère, ces roches contiennent de grands cristaux reconnaissables à l'œil nu. Pas d'orientation spatiale. Les minéraux sont répartis de façon quelconque. Structure très compacte et sont presque totalement dépourvus de cavités et ne contiennent jamais de fossiles. Sur cet échantillon macroscopique de granit, les minéraux sont de grande taille. On distingue nettement le quartz, le feldspath et le mica noir. La roche est entièrement formée de cristaux et il n'y a pas d'orientation spatiale. Quelques exemples de roches magmatiques plutoniques, le granit, la pegmatite, le gabbro et la péridotite.
le granit rose ou blanc. La couleur est fonction des feldspaths contenus dans la roche. L'aspect, c'est une roche bien cristallisée, holocristalline, avec des cristaux brillants centimétriques. La couleur, roche claire de couleur dominante, blanc ou rose selon le feldspath dominant, et la structure est grenue, non orientée. Trois groupes de minéraux sont visibles. Donc le quartz en gris, éclat vitreux, raille le vert, le feldspath blanc ou rose et les micas, le mica noir biotite ou le mica blanc muscovite. Un autre exemple de roche plutonique, la pegmatite. Donc ici, la pegmatite à tourmaline. Donc le minéral ici en noir, c'est la tourmaline. Il a une composition granitique, mais pas la structure. C'est-à-dire c'est la même composition que le granit, mais la structure est différente. La taille des cristaux est pluricentimétrique. La structure donne son nom à la roche, c'est la structure pegmatitique. Un autre exemple de roche plutonique, le gabbro. On distingue des cristaux sombres de pyroxène ou clairs de plagioclase à l'œil nu et surtout à la loupe. La roche est sombre, allant du noir ou vert noirâtre. Un quatrième exemple, la péridotite. Aspect sombre, même si l'olivine éclaircit la roche. La couleur verte, l'olivine a souvent une couleur vert clair et est très brillante. Les pyroxènes et les oxydes sont sombres. Donc en vert, vous voyez le minéral olivine qui a une couleur vert olive. En ce qui concerne les critères d'identification des roches volcaniques, donc premier critère, la structure porphyrique, dans laquelle seuls quelques cristaux isolés sont bien développés. La structure aphanitique, avec des cristaux de très petite taille, qui ne peuvent être observés à l'œil nu, et la structure amorphe ou vitreuse. Donc ici, la structure porphyrique, donc vous voyez bien quelques cristaux de grande taille, bien développés. Donc structure porphyrique à cristaux automorphes. Et la structure aphanitique, donc des cristaux de petite taille qui ne peuvent être observés à l'œil nu. Un troisième critère, donc nombreuses vacuoles, donc comme le cas ici pour la pierre ponce, donc la structure vacuolaire. Texture fluidale courante, donc on a la texture fluidale à cristaux orientés et la texture fluidale à cavité de forme ovale. Et un dernier critère, donc les fossiles sont extrêmement rares. Quelques exemples de roches volcaniques, la rhyolite, le basalte, l'andésite et la trachyte. La rhyolite, roche claire, rosée, rouge à gris clair. Les cristaux millimétriques dans une pâte gris clair peut être entièrement vitreuse. On reconnaît le quartz, un minéral brillant noir qui est la biotite, le feldspath rose,
et une pâte grise sans cristaux visibles à l'œil nu, qui est le verre. Le basalte, pâte avec des phénocristaux d'olivine en vert brillant et de pyroxène noir brillant. La couleur de la roche sombre à très sombre. Un autre exemple de roche volcanique, l'andésite. C'est une roche assez claire, gris particulièrement foncé, souvent violacé. La trachyte, roche claire souvent poreuse et donc légère, pas de cristaux visibles ou quelques cristaux sombres et brillants en plaquettes, c'est la biotite. La pierre ponce, roche volcanique très poreuse et de faible densité, ce qui lui permet de flotter à la surface de l'eau. L'obsidienne, roche volcanique vitreuse et riche en silice, de couleur grise, vert foncé, rouge ou noir, elle est issue d'une lave acide. Ce tableau résume quelques textures de roches magmatiques. La texture grenue ou granulaire est un exemple de texture de roche plutonique. Elle est constituée de grains de cristaux assez gros pour être aisément visibles à l'œil nu. Les grains variant en taille de 0,04 cm pour les andésites à plus de 0,5 cm pour les granites. La texture aphanitique, microgrenue, constituée de grains minuscules qui ne peuvent être identifiés qu'à l'aide d'un microscope ou d'une loupe puissante. Ces grains donnent à la roche une texture fluidale, comme pour le basalte, quand ils sont bien alignés. La texture vitreuse, composée de verre volcanique, parfois le verre peut être couvert de traînées à cause de bandes aphanitiques et peut souvent contenir des microcristaux de feldspath. Pyroclastique, roches volcaniques dans lesquelles le magma a été fragmenté par une éruption explosive et peut consister en minuscules éclats de verre volcanique, fragments de ponce, cristaux ou roches fracturées. Ils peuvent être hétérogènes ou cimentés ensemble quand ils sont frais et altérés en argile par l'érosion quand ils ne le sont pas. C'est le cas des inambrites. Texture foliacée, les minéraux sont disposés en bandes parallèles, parfois distordus en conséquence de la manière dont la roche a coulé quand elle était encore chaude et malléable. C'est le cas de la rhyolite à bandes fluides. La classification des roches magmatiques ne fait pas l'objet de cette séquence. Je vais juste présenter rapidement le diagramme de Strakeysen qui comporte à la fois les roches plutoniques et les roches volcaniques. Donc les roches plutoniques ici en noir et les roches volcaniques ou leur équivalent volcanique en bleu. Cette classification est basée sur les minéraux suivants: quartz, feldspath alcalin, plagioclase et feldspathoïde. Ainsi se termine cette séquence sur les roches magmatiques. N'hésitez pas à l'écouter aussi souvent que nécessaire afin de vous assurer de bien comprendre leurs critères d'identification. Les roches métamorphiques feront l'objet de notre prochaine séquence. À bientôt!